Quelqu'un peut apparaître 2 fois dans le même monde sans jamais vraiment exister nulle part. Parfois, le même nom finit par prouver que la réalité ne sait plus très bien où le ranger. Ryan Wedding serre le guidon si fort que ses phalanges blanchissent. Ex-espoir olympique canadien, il pense viser le podium. Des années plus tard, ce seront les barreaux. Ryan est couché sur son vélo, casque baissé, les mollets en feu. L'odeur métallique du sang dans la gorge, le bruit régulier de la chaîne, les cris de son entraîneur. Dans les articles, on le présente comme un ex-olympian, un former Olympic cyclist canadien. Lui ne voit qu'une ligne d'arrivée. Il ignore qu'un autre type de course l'attend déjà. Le même nom apparaît sur 2 registres qui ne se croisent normalement jamais. Sur Google, Ryan Wedding renvoie à un ancien cycliste de haut niveau, ex-membre du programme national canadien, associé à l'ombre des Jeux Olympiques. Sur le portail de la US District Court, District of Oregon, Ryan Wedding surgit dans un dossier de stupéfiants fédéral lié à un trafic transfrontalier. Une date dans ces documents tranche tout. 2013, année où un acte d'accusation fédéral cite ce nom pour des faits de conspiration autour de cocaïne et de méthamphétamine. Ryan, lui, lit ses papiers plus tard, dans une cellule, en suivant du doigt chaque ligne comme un classement général à l'envers. Hypothèse A, rassurante. Ryan s'accroche longtemps à une version simple. Dans cette histoire, il y a sa carrière, puis un vide, puis un mauvais choix. Les articles rappellent son passé d'athlète de niveau international, mentionné comme former Olympic cyclist ou ex-olympian, passé par les circuits encadrés par Cycling Canada et le Comité olympique canadien. Le récit qu'il se raconte est linéaire. La fin de la carrière, les blessures, les difficultés financières, la frustration de ne plus entendre son nom dans les résultats. Il y a aussi ce que certains journalistes évoquent, la consommation, des débuts de dépendance, parfois à la cocaïne. Une pente glissante, presque banale dans les coulisses silencieuses du sport de haut niveau. Un ancien athlète perdu qui tombe dans un réseau local déjà en place. Il se serait contenté de transporter, de rendre service, sans comprendre la taille de la machine derrière. Un engrenage, pas un architecte. Cette version rassure tout le monde. Les fédérations restent propres, le rêve olympique aussi. Cette histoire explose en une phrase dans un communiqué fédéral qui relie directement le réseau de Ryan Wedding au circuit d'approvisionnement du cartel de Sinaloa. Hypothèse B, complexe. Face au mur des documents judiciaires, Ryan découvre un autre récit, plus tordu. Il ne s'agit plus d'un glissement progressif, mais d'un chevauchement. D'un côté, sa vie d'athlète canadien. Des camps d'entraînement, des compétitions UCI, la proximité des Jeux. Un environnement structuré par les programmes nationaux, la discipline, les règlements antidopage, le contrôle permanent. De l'autre, un continent où, dans les années 2000 et 2010, le cartel de Sinaloa étend ses routes jusque sur la côte ouest nord-américaine. Les rapports du DOJ et de la DEA décrivent des flux de cocaïne et de méthamphétamine qui remontent du Mexique vers l'Oregon, Washington, la Colombie-Britannique. Les actes d'accusation qui citent Ryan détaillent des allers-retours transfrontaliers, des véhicules, des caches, des mouvements d'argent. Les procureurs lui attribuent un rôle précis dans cette mécanique. Organisateur, coordinateur ou intermédiaire, selon les formulations exactes des documents. Le contraste, répété par la presse, devient insupportable. Un ex-olympien au cœur d'un trafic relié à l'une des organisations criminelles les plus puissantes de l'hémisphère. La version complexe que les autorités esquissent est celle d'un homme qui connaît déjà les déplacements, la logistique, la pression, qui transpose, volontairement ou non, des réflexes d'athlète dans la gestion de risques criminels. Ce qu'il croyait être une chute après sa carrière semble, dans certains passages, presque se superposer à ses dernières années sur le vélo. Rien ne se dissocie vraiment. Puis un twist renverse tout. Les documents ne le décrivent jamais comme membre du cartel de Sinaloa, seulement comme maillon d'un réseau alimenté par ce cartel. Et soudain, l'illusion d'un baron s'effrite. Hypothèse C, dérangeante. Il reste une explication plus dérangeante, tapie entre les lignes sèches des jugements. Et si Ryan n'avait jamais réellement contrôlé sa propre histoire, ni comme athlète, ni comme trafiquant, mais seulement appris à performer le rôle qu'on attendait de lui, sur la piste comme dans les entrepôts. Les mentions répétées de ex-olympian dans la presse pourraient alors n'être qu'un emballage narratif idéal pour masquer un pion remplaçable au service d'une logistique transnationale bien plus ancienne que lui. Le mur arrive le jour où Ryan découvre, dans un dossier qu'on lui glisse sur la table métallique, le schéma complet du réseau tel que les agences américaines le voient. Sur les feuilles, les flèches montent du Mexique vers l'Oregon, bifurquent vers l'État de Washington
traversent la frontière pour atteindre la Colombie-Britannique. Chaque flèche porte un chiffre. Certaines sont marquées « Sinaloa Cartel ». Là, son nom apparaît. Pas au sommet, pas tout en bas non plus. Au milieu, attaché à des dates, des quantités, des lieux. Ce mur, ce n'est pas seulement la perspective de la prison. C'est une question simple, unique, qui se plante dans sa nuque et ne le lâche plus. Comment son nom a-t-il glissé de la liste des sélectionnables pour les grandes compétitions à celle des inculpés fédéraux? Pendant les années de cyclisme, tout est structuré. Cycling Canada gère les programmes, le Comité olympique canadien encadre les espoirs. Les circuits internationaux UCI imposent un calendrier, des règles, des contrôles. Les noms circulent dans les communiqués de sélection, les feuilles de départ, les classements. On parle de lui comme d'un athlète du programme national, d'un former Olympic cyclist. Quand la carrière s'arrête, les communiqués cessent. Le système ne s'effondre pas, il passe simplement au suivant. Lui reste avec des habitudes plaquées sur le vide, le besoin de performance, l'addiction à l'adrénaline, les automatismes logistiques précis. Des articles de presse, plus tard, feront allusion à des problèmes d'addiction, à la cocaïne, à d'autres substances. Ce ne sont pas des détails pour colorer un portrait, ce sont des brèches. Le contexte autour se modifie sans lui demander son avis. Au sud, le cartel de Sinaloa consolide ses positions. Les rapports officiels décrivent une expansion vers les États-Unis, puis vers le Canada. Les routes se stabilisent sur la côte ouest, la drogue monte, l'argent redescend. Les autorités américaines citent la DEA, Homeland Security Investigations, des services de police locaux. Côté canadien, la Gendarmerie royale du Canada apparaît dans certains communiqués. Ryan, lui, ne voit que les couches visibles, les trajets à organiser, les contacts, les marges. Ce qu'il ne voit pas, c'est la raison unique qui rend sa sortie quasi impossible. La structure qui l'enferme fonctionne sur une logique identique à celle qu'il a connue dans le sport de haut niveau. Dans les deux mondes, les individus sont interchangeables. Quand un coureur se blesse, un autre prend sa place sur la ligne. Quand un intermédiaire tombe, un autre récupère son téléphone, ses routes, ses fournisseurs. Ce mécanisme, il l'a intégré très tôt. Pendant les combats de sélection, le message implicite est simple. Si tu ne fais pas le temps, quelqu'un d'autre le fera. Sur le papier, dans les dossiers du DOJ, la logique est la même. Si un maillon se brise, la chaîne continue. Alors quand les enquêteurs fédéraux détaillent les méthodes utilisées dans l'affaire qui porte son nom, ils décrivent des techniques de surveillance, des filatures discrètes, des saisies de drogue, des perquisitions, des interceptions de communication. Ils mentionnent des kilos de cocaïne, de méthamphétamine, parfois de l'argent liquide, des armes, des téléphones, des véhicules. Ils fixent le rôle de chacun. Pour Ryan, le libellé est froid, précis. Son implication dans un trafic transfrontalier États-Unis-Canada est actée dans les actes d'accusation. Lui bute sur une seule chose. Il pensait pouvoir sortir en jouant sur l'exception, sur son statut d'ancien athlète, sur l'idée qu'il était différent. Le mur, c'est le moment où il comprend que ce statut, au contraire, est devenu l'angle d'attaque préféré des médias. Les articles canadiens et américains qui reprennent l'affaire insistent presque tous sur la même formule. Ex-olympien, former Olympic cyclist linked to Sinaloa cartel. Son passé, qu'il croyait protecteur, devient un amplificateur. Dans les audiences, les avocats évoquent sa carrière, ses difficultés, parfois des problèmes de santé mentale, de dépendance, comme élément de contexte. La défense s'en sert pour plaider, pour obtenir un traitement, un programme de réhabilitation, une réduction potentielle de peine. Mais sur le plan structurel, cela ne change rien. Les lignes des lignes directrices de détermination de la peine fédérale s'appliquent. Les juges parlent de gravité des faits, de quantité, de rôle dans le réseau, de lien avec une organisation criminelle majeure. Il y a un détail qui lui fait physiquement mal. Au bout de plusieurs mois de détention provisoire, ses mains ont perdu les callosités du guidon. À la place, une douleur sourde se loge à la base du pouce droit, là où le stylo appuie quand il signe, ligne après ligne, les pages de procédure, les accords possibles, les formulaires de programme de traitement de la toxicomanie. Ce point de pression devient la matérialisation exacte de son blocage. Tout se joue désormais dans ses signatures, pas dans un sprint final. Et chaque fois qu'il lâche le stylo, le mur est toujours là. Les spécialistes du trafic nord-américain s'accordent pour dire que le cas de Ryan Wedding illustre la manière dont le cartel de Sinaloa alimente des réseaux locaux sans les intégrer pleinement à sa structure centrale. D'autres chercheurs, plus nuancés,
souligne qu'en insistant sur son statut d'ex-olympien, les médias et certains rapports brouillent la compréhension des mécanismes profonds de recrutement et de reconversion criminelle d'anciens sportifs. Ce que la plupart de ces experts refusent pourtant d'admettre publiquement, c'est la peur que suscite l'idée que les systèmes qu'ils étudient, sport de haut niveau, justice fédérale, cartel, fonctionnent selon des logiques d'interchangeabilité si proches qu'aucune frontière nette ne les sépare vraiment. 2 documents restent gravés dans la mémoire de Ryan. Le premier, c'est une ancienne feuille plastifiée d'un camp d'entraînement où son nom figurait dans la colonne « Athlète ciblé, programme olympique ». Le second, c'est le jugement de la US District Court for the District of Oregon qui liste les chefs d'accusation pour lesquels il est reconnu coupable, la durée exacte de sa peine d'emprisonnement fédéral, les années de supervised release, les confiscations éventuelles. Dans la salle d'audience, le jour du sentencing, il entend défiler les éléments qui le définissent désormais aux yeux du tribunal. Les procureurs rappellent la conspiration pour distribuer et ou importer de la cocaïne, de la méthamphétamine, les quantités saisies, les routes transfrontalières empruntées entre les États-Unis et le Canada. Ils insistent sur le lien établi par les enquêtes avec un réseau alimenté par le cartel de Sinaloa, décrit par le DOJ comme une organisation criminelle majeure. Le juge évoque la gravité des faits, insiste sur son rôle dans la hiérarchie du réseau tel qu'il ressort des preuves et des témoignages, mentionne les lignes directrices fédérales de peine et la manière dont elles s'appliquent à ce cas précis. Puis viennent les nuances. La défense rappelle son absence d'antécédents judiciaires sérieux, son passé d'athlète de haut niveau, les problèmes de dépendance mis en avant. Les documents mentionnent parfois une participation à des programmes de traitement en détention ou proposés pour la liberté surveillée. Des lettres, des mémoires, plaident pour qu'on tienne compte de ce qu'il était avant. Le jugement, noir sur blanc, note certains de ces éléments comme circonstances atténuantes possibles, tout en concluant à une peine significative. Ce jour-là, ce qu'il croyait vrai s'effondre. Il pensait que le sport constituait un capital inaltérable, un socle sur lequel tout reposait, même ses erreurs. Il découvre que ce capital est devenu un label accroché à son nom dans les titres des journaux. Ex-athlète olympique impliqué dans un réseau lié au cartel de Sinaloa. Il pensait aussi que le système sportif l'avait protégé. Il n'était tombé qu'après en être sorti. Les contours flous de la chronologie, l'absence de détails précis sur certaines périodes de sa carrière dans les jugements, les zones d'ombre dans les articles, lui renvoient une autre image. Il y a des pans entiers de sa trajectoire qui n'existent plus nulle part, sinon dans sa mémoire. Le temps passe. Après la condamnation, la machine médiatique se calme. Quelques articles de suivi au Canada, des analyses qui utilisent son cas comme exemple de reconversion ratée, de vulnérabilité à l'addiction, parfois de contact entre sport de haut niveau et criminalité organisée. Certains reportages sur l'implantation du cartel de Sinaloa en Amérique du Nord citent son nom parmi d'autres, sans s'attarder. Cyclisme Canada ou le Comité olympique canadien, s'ils s'expriment, le font de manière mesurée, institutionnelle. Dans d'autres cas, le silence tient lieu de distance. Dans la base de données pénitentiaire fédérale, un jour, la ligne associée à son nom recevra une date de libération projetée. Des transferts éventuels, des demandes de réduction de peine, des appels, apparaissent ou non dans les registres de la Cour. Puis, au fil des années, les traces publiques se raréfient. Au bout d'un moment, tout ce qui reste accessible tient en quelques types de documents. Le jugement, les communiqués du DOJ, quelques articles, parfois une mise à jour administrative. Sa vie personnelle, son enfance, les détails précis de ses années de cyclisme, ses relations, disparaissent derrière la prudence des sources. Personne n'invente ce qui n'est pas documenté. Personne ne comble les blancs officiellement. Pour un enquêteur, pour un journaliste, ce dossier devient un cas d'école presque parfait. Suffisamment étayé pour démontrer le lien entre un ancien athlète de niveau olympique et un réseau alimenté par le cartel de Sinaloa, suffisamment lacunaire pour laisser planer une part d'ombre sur le reste. Pour lui, c'est l'inverse. Les faits criminels sont fixés, intangibles, répétés. Ce qui s'efface, ce sont les années où son nom ne figurait que sur des listes de départ, des feuilles de temps, des classements parfois introuvables. Dans cette résolution, il n'y a ni rédemption spectaculaire, ni morale claire. Il y a un homme qui sortira un jour d'un établissement pénitentiaire fédéral, avec un passé que les archives ont simplifié à l'extrême. Il croyait appartenir à deux mondes distincts, celui des anneaux olympiques et celui des cartels, et découvrirait qu'aux yeux du public, ces mondes se résument désormais à un seul récit compact, où son nom n'est plus qu'un crochet narratif. Quand la porte s'ouvrira,
S'il choisit le silence, la dernière question restera pour nous. Combien de Ryan Wedding sont déjà passés de l'autre côté des registres sans que leur double identité n'ait jamais été repérée? Dans une vieille salle de sport, un vélo de piste poussiéreux repose contre un mur. La chaîne détendue, une petite tache de rouille mordant le métal près du pignon. Au-dessus, un maillot canadien délavé pend sur un cintre tordu, plié au niveau du torse comme si quelqu'un l'avait arraché en hâte. Dehors, au crépuscule, le grondement sourd d'un semi-remorque chargé traverse une autoroute vers le nord, ses feux arrière disparaissant dans une brume sale. Dans un bureau anonyme, un écran d'ordinateur affiche encore le nom Wedding, Ryan, en caractères gris, curseur immobile sur la ligne Case Closed.